Bonjour, bienvenue dans l'heure du dev. C'est la première fois qu'on va passer en direct, donc je suis ravi de vous retrouver. Alors, c'est une émission un petit peu spéciale parce qu'on est en direct effectivement des locaux d'Excelsior, à côté de Paris, et c'est une émission qui est faite en partenariat avec nos amis d'IBM, développeurs. Donc aujourd'hui, la roadmap est très simple, donc on va faire un petit bilan de l'actu de ces dernières semaines, actualité extrêmement riche. Ensuite, on va avoir la chance d'accueillir une équipe française qui a connu un très très beau succès au gros concours Monde qui s'appelle Code for Code. Et ensuite, on va avoir un live streaming autour du DevSecOps et on va essayer de comprendre comment en fait on va faire de la sécurité dans toute la chaîne de CI/CD. Et ça tombe très bien parce que si vous avez suivi les dernières actus au niveau de la sécu, il y a eu une très grosse faille au niveau de Log4j qui a été dévoilée il y a quelques jours. Et on va voir que tout ce qui est DevSecOps va permettre aussi d'éviter ce genre de petits désagréments qui concernent quand même quelques millions d'applications Java. Alors, au niveau actu, une actualité extrêmement riche. Alors déjà, si vous êtes amateur de pommes, sachez que le site open source d'Apple a été mis à jour il y a quelques jours. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si Apple est toujours un petit peu en retard de version dans les piles open source, mais au moins maintenant le site est clair et on a la liste en fait de tous les projets qui sont ouverts par Apple et notamment toutes les couches système, donc le très bas niveau de toutes les éditions des systèmes Apple. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit, effectivement, une très grosse faille autour d'Apache Log4j. Alors, il s'agit vraiment de la possibilité en fait de s'introduire dans les libs et d'exécuter en fait un code malveillant effectivement à distance. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très très longtemps. Alors, sachez quand même que pour atténuer, en tout cas réduire cette surface d'attaque, vous pouvez mettre à jour un petit peu cette pile technique avec la version 2.15. Donc, si ce n'est pas déjà fait, faites très vite le POC pour le mettre en prod. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que on a des actus assez intéressantes côté des IDE, et notamment autour de JetBrains, parce que JetBrains, donc si vous ne connaissez pas, c'est quand même l'auteur de Kotlin et de plusieurs outils de développement. Et JetBrains a annoncé un nouveau projet qui vient en concurrence de Visual Studio Code. Donc c'est JetBrains Fleet. Alors Fleet, en fait, c'est quoi? C'est comme un VS Code, léger, rapide, support de multiples frameworks libres et langages. Alors même si aujourd'hui on est en preview, et même en pré-preview privé, sur le papier c'est intéressant. Maintenant il faut voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains mois. On attend effectivement les premières versions publiques, peut-être pour le printemps 2022, mais pas avant, donc suspense sur la qualité du futur Flint. Alors, autre nouvelle aussi, si vous faites du back-end PHP, sachez que Drupal 8 est mort depuis quelques semaines maintenant. Donc, si vous êtes toujours en exécutable Drupal 8, vous migrez. Sachez que les lignes 7.x sont toujours d'actualité et le support prendra fin en novembre 2022. Et enfin, Drupal 9, fin de support en 2023, et la future version 10 arrivera milieu de 2022. Donc, suivez un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau support, ce qui est toujours important de mettre à jour ces piles techniques, comme vous le savez, bien évidemment. Côté front-end, et notamment front-end JS, belle actu avec la sortie de la dernière version de Ionic, donc c'est Ionic 6. Alors, pas forcément énormément de révolutions, mais sachez tout de même pas mal d'évolutions au niveau des objets d'interface natifs sur les différents systèmes en cible, donc que ce soit du mobile ou que ce soit du desktop, on a pas mal de choses. Comme toute lib qui se respecte, optimisation des performances, donc rien de nouveau dessus. Et par contre, ce qui est très intéressant à noter, c'est une diminution des exigences au niveau de la RAM. Et ça, c'est toujours bienvenu quand vous avez des sites effectivement un petit peu lourds. Donc ça, c'est
c'est annoncé. Et sachez aussi que Ionic a pour objectif en 2022 d'améliorer un petit peu le playground et la documentation en ligne. Et c'est pas forcément un luxe. Voilà. Côté C++, sachez que Qt nous arrive en nouvelle version, donc on est en 6.2.2. Donc c'est une version de maintenance, mais quand même c'est très important parce que il faut pas oublier que Qt 6 a fait pas mal de dégâts au niveau de l'environnement, sachant que la V6 est en rupture totale avec la V5 et que certains modules de la V5 ne se retrouvaient pas en V6. Donc là, en fait, la communauté est en train de rattraper le retard de features sur la V6 et de restabiliser en fait toute la pile de Qt6, et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc on attend vraiment de belles choses pour 2022 aussi. Sachez aussi, toujours côté front-end, donc là je retourne sur du TypeScript et sur Dart, que Flutter nous arrive en version 2.6. Alors pareil, énormément de choses ont été fixées. Sachez quand même que cette version corrige seulement 2900 bugs. Donc c'est quand même assez énorme, c'est assez important. Un très très gros travail des équipes de Google et de la communauté pour stabiliser un petit peu tout ça. Sachez aussi qu'on a des améliorations au niveau de l'exec, au niveau de l'exigence de la RAM, et surtout un démarrage un petit peu plus rapide, et ça c'est franchement une bonne nouvelle. Et aussi l'arrivée de Dart, donc en Dart 2.15, qui à chaque version de Flutter évolue aussi. Donc ça c'est aussi des petits compléments toujours agréables à entendre. Côté Pingouin, donc côté Linux, on va avoir un deuxième langage officiel dans le noyau, donc dans le kernel Linux, avec l'arrivée officiellement, cette fois-ci, de Rust. Donc Rust devient le deuxième langage officiel pour développer des extensions et du code au noyau Linux. Alors, on ne s'attend pas à de grosses modifications dans les semaines ou les mois à venir, mais en tout cas, Rust va sans doute arriver par le truchement des drivers, et on sait que Rust en fait est ciblé par des développeurs du noyau pour restabiliser en fait un certain nombre de choses, et notamment au niveau des pilotes qui sont intégrés au noyau. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc regardez un petit peu, parce que si vous êtes un développeur Rust, c'est aussi l'occasion de participer à l'open source et à Linux. Autre nouveauté, évidemment, c'est les évolutions autour de Java, en sachant que la prochaine version de Java, donc OpenJDK 18, arrivera en mars 2022. Alors, tout n'est pas encore fixé, mais on a quelques nouveautés, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente émission, de l'UTF-8 par défaut, du Simple Web Server aussi qui va arriver, différentes API aussi en incubation, et notamment les API Vector qui reviennent en deuxième saison. Sachez aussi qu'Open 19 est déjà sur les rails, et oui, donc OpenJDK 19 doit arriver en septembre 2022, mais l'équipe en charge de cette version est déjà en place. Mais les premières préversions et les premières bêtas ne sont pas attendues avant le mois de juin ou de juillet prochain. Donc, effectivement, on a un petit peu de temps à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est en place, et on aura bientôt sans doute les premières builds privées aussi dans ce milieu-là. Alors, si on revient un petit peu à JetBrains, alors côté Kotlin, sachez que si vous êtes fervent partisan de développement mobile et desktop multiplateforme, donc Kotlin arrive avec Kotlin multiplateforme. Le but, en fait, c'est de proposer, avec une base du langage Kotlin et tous les composants Kotlin et toutes les libs internes, une alternative à ce qu'on peut trouver notamment avec Flutter. Donc l'objectif avec Kotlin multiplateforme, c'est vraiment d'essayer de proposer effectivement, en fait, de sortir le langage Kotlin du seul aspect sur les développements Android pour l'installer effectivement ailleurs. Alors c'est la problématique aujourd'hui de la communauté, parce que effectivement Kotlin est très utilisé au niveau Android, mais très très peu en dehors de la plateforme mobile. Donc, à voir comment ça va se faire. Alors, nous sommes actuellement en version alpha. On aura sans doute quelques éléments de réponse au printemps 2022, notamment sur les fonctions qui vont être intégrées, sur l'écosystème et sur la roadmap, parce que pour l'instant, on n'a pas de roadmap extrêmement précise sur Kotlin multiplateforme.
Autre annonce très importante aussi, donc si vous vous intéressez un petit peu au développement quantique, à l'informatique quantique, sachez qu'IBM a annoncé, mais il y a quelques jours, un processeur quantique à 127 qubits, donc, et ça en fait un des plus gros ordinateurs quantiques disponibles. Donc là, on monte tout doucement effectivement en puissance. Donc ça, c'est très intéressant pour voir un petit peu comment on peut construire des ordinateurs quantiques un petit peu plus puissants. Et dans la foulée, effectivement, IBM a aussi annoncé un nouveau modèle de développement sur le quantique avec du serverless quantique. Donc c'est le Quantum Serverless. L'objectif, en fait, c'est un petit peu de simplifier l'usage d'instances quantiques et des ordinateurs quantiques parce que, effectivement, ça change tout le paradigme de développement. Donc ça, c'est intéressant aussi à suivre à ce niveau-là. Alors, autre nouvelle, si vous vous intéressez un petit peu au processeur, vous avez sans doute suivi la grande saga depuis presque 1 an et demi sur le rachat de ARM par la société Nvidia, donc quand même un rachat à 40 milliards. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'Europe et Londres qui ont ouvert des enquêtes et ces derniers jours, c'est carrément la Federal Trade Commission effectivement des États-Unis qui a porté plainte contre ce rachat. Le procès va s'ouvrir en août 2022 et en fait, la base de cette plainte, c'est quoi? C'est ils estiment que le rachat de ARM peut profiter indirectement à Nvidia parce que un certain nombre de clients de ARM, en fait, sont des concurrents directs de l'acheteur. Donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, effectivement, Nvidia est confiant dans ce futur procès, mais en tout cas, le rachat n'est pas encore acté et loin de l'être. Donc ça, ce sera à suivre. Et enfin, on peut aussi fêter un bon anniversaire au microprocesseur, parce que c'est en 1971 que le premier microprocesseur commercial, alors je dis bien commercial parce qu'il existait avant 1971 des microprocesseurs pour l'armée américaine, avec la sortie officielle de l'Intel 4400, donc microprocesseur 4 bits qui était sorti en 71, un petit peu par hasard, parce qu'au départ, il était destiné à un constructeur de calculatrices japonais, et cette société a eu quelques petits soucis. Et finalement, Intel a eu l'autorisation de le vendre, entre guillemets, au grand public. Et c'est comme ça que le marché de l'ordinateur, que le marché du microprocesseur est né. Donc c'est le coup de pouce un petit peu du destin. Donc ça, c'était en 1971. Donc voilà un petit peu pour les actus. On va passer maintenant à la partie un petit peu interview et j'ai le plaisir d'accueillir Adrian qui va nous parler un petit peu de son projet et comment il a vécu en fait le grand concours Code for Code, dont IBM est un soutien particulièrement actif. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir, Adrian. Bonjour. Donc merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui, bonjour, je m'appelle Adrien Kinsey, j'ai 20 ans, je suis en première année d'école d'ingénieur à l'ISEP Paris. C'est une école d'ingénieur qui se situe dans le 6e et à Issy-les-Moulineaux. D'accord. Alors, tu es là avec nous ce midi, parce qu'on va parler un petit peu de ton projet, du concours Code for Code. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était l'initiative de Code for Code et pourquoi tu as monté une équipe et pourquoi tu es allé concourir avec d'autres équipes du monde entier? Donc, déjà, Call for Code, c'est une compétition internationale mondiale organisée par IBM, soutenue par l'ONU et David Clark Cause. C'est un challenge mondial qui incite les gens, des créateurs du monde entier à innover, à créer des nouvelles technologies qui pourraient être utiles pour essayer de trouver des solutions face au changement climatique, à la pollution et à ce genre de problématiques environnementales. Donc, il y a 2 ans, lorsque je suis arrivé en prépa dans mon école, le BDE avait organisé une semaine écologique et avait créé une journée où en fait on pouvait faire des trash tag challenge. Donc des trash tag challenge, c'est le fait de nettoyer des rues, donc en prenant une photo des déchets dans la rue, en ramassant les déchets, en reprenant une photo et en mettant ces 2 photos sur Twitter pour avoir des retweets. C'était la mode en 2018. Et l'idée était très intéressante. Et donc quand on a entendu parler du concours Call for Code, déjà à titre personnel avec les autres membres de l'équipe, on a une certaine sensibilité pour tout ce qui est environnement. Et on s'est dit que partir de ce trash tag challenge
pouvait être une super idée d'application Mmh. pour participer à ce concours et pour la pollution. D'accord, donc ça a été la base en fait Tout à fait. du projet. Donc vous avez un petit peu repackagé le projet. Mmh. Ensuite vous l'avez soumis, au concours, je Mmh. présume, et ça s'est passé comment? Oui, donc on a repackagé le projet. Hem, on a repackagé le projet, on va dire, en y implémentant les nouvelles technologies. Au sein de mon école avec, May et Erwan, on est tous les 3 membres de Garage ISEP, qui est, on va dire, l'innovation hub de notre école. Plus particulièrement, on est dans le Blockchain Lab, donc laboratoire de blockchain, dont je suis le responsable cette année. Et on a justement voulu transformer les Trash Tag Challenge, enfin, adapter les Trash Tag Challenge à l'univers blockchain. Concrètement, ce que permet notre application, c'est l'utilisateur prend des photos, donc des déchets, l'envoie sur notre application. Si les déchets sont validés en tant que Trash Tag Challenge, l'utilisateur récupère une crypto-monnaie, donc on utilise une crypto-monnaie, et les photos sont transformées en NFT. En ce moment, on parle beaucoup des NFT. On a aussi une partie intelligence Mmh. artificielle, car les photos sont analysées par intelligence artificielle en reconnaissance Mmh. de déchets et pour les quantifier Mmh. aussi. Et vous avez réussi à passer toutes les étapes en fait, du concours? Oui, mais alors, oui, donc on a travaillé sur le concours du mois de mai de l'année dernière Mmh. jusqu'au mois de juillet, puisque Mmh. la date finale du concours était le mois de juillet. Mmh. On avait un proof of concept, des documentations faites. Mmh. Et en septembre, on a eu la chance d'apprendre que nous avions été sélectionnés parmi les 4 meilleurs projets européens, avec, une université Mmh. anglaise, une italienne, une française qui était nous et une allemande, je crois. Et quelques temps après, on a appris que parmi, ces 4 universités, donc on était 4 en Europe Mmh. et 40 dans le monde, sur la D'accord. planète, parce qu'en fait, on était divisés en plusieurs régions. Oui. Et parmi, tous ces projets mondiaux, on faisait partie donc des 40 meilleurs et plus tard, on a appris qu'on faisait aussi partie du top 5, enfin de la sélection top 5 pour la catégorie universitaire, parce qu'on est tous en université encore. Mmh. Et c'est il y a quelques semaines ou Mmh. peut-être un mois où on a appris qu'on avait remporté Mmh. le Call for Code Challenge édition université. D'accord. Alors, je présume que gagner ce genre de concours, se frotter effectivement à d'autres équipes qui sont parfois un petit peu plus, fortes que vous, c'est gratifiant, et qu'est-ce que ça t'a appris en fait de participer à ça? Et quel est un petit peu ton sentiment, ou ton ressenti par rapport à ce type de pression, de défi? Bah, déjà, une des choses les plus intéressantes que j'ai pu apprendre avec ce concours, c'est qu'aujourd'hui, peu importe l'université de réellement où on vient, qu'on vient du fin fond du Mmh. Nigeria ou de Stanford, Mmh. heu, internet nous permet d'avoir accès à peu près toutes les ressources dont Ouais. on a besoin. Mmh. J'ai appris la blockchain, je suis en école d'ingénieur, mais j'ai appris la Mmh. blockchain via internet, Mmh. en regardant des tutos, des vidéos sur YouTube et pendant le concours, on était beaucoup en contact avec, d'autres participants, notamment, qui venaient d'Inde, du Mmh. Nigeria, tout ça, comme je t'ai déjà dit. Et heu et vraiment, ils avaient vraiment des niveaux en IA parce qu'ils avaient vraiment suivi, les cours d'intelligence Mmh. artificielle Mmh. de Stanford, Mmh. alors qu'ils avaient à peine 20 ans. Mmh. Vraiment se dire que, bah, au niveau mondial, grâce à internet, on peut tous avoir accès à nos connaissances, c'était vraiment une grande leçon Mmh. et je pense que c'est, quelque chose de très sympa pour D'accord. l'avenir. Et est-ce que vous avez eu des aides ou des soutiens ou des conseils de la part, des experts, notamment experts IBM, ou vous étiez un petit peu lâchés comme ça dans la nature? Hem, pour l'idée du concept et tout ça, c'était Mmh. purement notre idée. Oui. Mais après, pendant les phases de développement, oui, on a contacté, des gens, sur IBM, des gens d'IBM, parce qu'en fait, pendant le concours, il y a un Slack, communautaire où il y a des mentors IBM Mmh. qui nous aident notamment à utiliser les produits d'IBM. D'accord. Un produit d'IBM qu'on a pu utiliser grâce à leur mentor, Mmh. c'est IBM Watson, donc Mmh. intelligence Oui. artificielle, Mmh. notamment pour tout ce qui est reconnaissance d'image aussi Cloud Foundry Mmh. pour le déploiement de notre application. D'accord. Donc vous avez gagné. Quelles sont maintenant les prochaines étapes? Parce que je présume que vous voulez aller un petit peu plus loin, non? Oui, bien sûr. Heu, Bah, déjà, après, en fait, avoir gagné, c'est pour nous, on va dire, le vrai point de départ. Mmh. C'est absolument pas la fin, c'est le vrai point de départ. On est très motivés, déjà par notre projet, parce qu'on y croit, parce Mmh. qu'on croit sincèrement que notre projet peut aider à, on va dire, offrir une nouvelle forme d'emploi, réduire un peu la précarité dans le Mmh mh. monde et en plus le dépolluer. Mmh. Fondamentalement, on y croit oui, on est en train de lancer réellement notre Mmh. projet, on est en train de se structurer, c'est tout nouveau pour nous.
On est tous très jeunes, ce serait donc notre première start-up. Mmh. Et, on est très impatients vraiment de lancer notre produit. D'accord. Et tu conseillerais aussi aux jeunes de tenter leur chance? Et bah, bien sûr, Ouais. de toute façon, c'est un concours, on n'a rien à y perdre Mmh. à essayer, on a tout y apprendre. Et c'est vraiment, et fondamentalement, vu que c'est un concours pour l'environnement, on se dit qu'on essaye de créer des choses pour une cause bonne, Mmh. qui peut tenir à cœur et qui fait partie des grands enjeux, de l'humanité, pour ces prochaines années, le D'accord. combat climatique. Mmh. Et même si on n'est pas bon en anglais? Pardon? Et même si on n'est pas bon en anglais, il faut quand même se lancer? Ah bah, faut travailler son anglais, Ouais, c'est quand même. important. Oui, c'est important. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un frein. Non. Non. Non, parce qu'il y a toujours moyen de se faire aider. Ouais. Je pense qu'il est D'accord. plus facile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui peut nous aider en anglais Mmh. que, par exemple, de trouver un ingénieur en intelligence artificielle. D'accord, très, très bien. Bah, écoute, un grand merci à toi et puis Merci. encore bravo pour, ce résultat. Et maintenant, on va passer dans quelques minutes à la session de live coding et où on va parler avec Philippe, de DevSecOps. À tout de suite. Alors, pour cette session de live coding dans cette 6e émission de l'heure du dev, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Mullet. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui, ce midi même, plutôt, de DevSecOps. Alors, déjà, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu fais chez IBM déjà comme job, ou comme activité? Et ensuite, nous donner un petit peu ta définition de DevSecOps déjà. D'accord. Je suis un ingénieur chez IBM, donc un Distinguished Engineer. Donc je suis architecte en chef des services DevOps du cloud d'IBM. D'accord. Donc c'est une équipe mondiale. J'ai toujours été dans le développement. Je travaillais sur Eclipse, sur un compilateur Java, des choses comme ça. D'accord. Donc, OK. oui. Alors, juste pour vous dire, évidemment, vous pouvez poser vos questions sur le chat, hein, on y répondra avec plaisir. Enfin, pas moi, c'est plutôt Philippe, hein, évidemment. Donc tu fais du DevSecOps. Alors, quelle est ta définition du DevSecOps? Parce qu'on peut en donner plusieurs, et on peut même déplacer le sec un petit peu où on veut, d'ailleurs, dans le terme de DevOps. Comment toi, tu vois la chose? DevSecOps, effectivement, c'est un terme qui est assez d'actualité avec toutes les crises. Tu en as évoqué une avec Log4j. Il y en a plein. Et l'idée, c'est vraiment de marier les aspects sécurité au sein des chaînes DevOps. Donc, c'est vraiment une extension du DevOps et de l'intégrer complètement dedans. D'accord. Et dans la chaîne de CI/CD? Dans la chaîne CI/CD, ouais. Voilà. Ouais. Et les deux vont de pair pour toi? Ah, complètement. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, la problématique, c'était qu'on a tendance à faire de la sécurité, mais après coup, et Ouais. c'est pas c'est pas très productif. En fait. Alors, c'est vrai que j'ai défloré un petit peu le sujet, parce que c'est le thème en fait de ta live session, et je te laisse maintenant prendre la main. D'accord. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut mettre en pratique facilement les approches DevSecOps. Et je vais utiliser pour ça le cloud d'IBM, mais ça peut être décliné dans d'autres domaines. Donc la définition de DevSecOps, c'est vraiment le constat que le DevOps, donc CI/CD et la sécurité, ils ont fusionné. C'est des problématiques qu'on ne peut plus séparer. Donc on tend de plus en plus vers des approches où tout est défini sous forme de code. Le code applicatif, on connaît bien, mais toutes les configurations, toutes les infrastructures, tout doit être défini sous forme de code. Donc qui dit code dit des process pour gérer la notion de changement. Donc on essaye d'automatiser ces processus de bout en bout. Donc on part de code, on peut toujours revenir au code, on peut mettre à jour le code et l'automatisation entre en jeu. Alors il y a des notions de gouvernance qui échappent de moins en moins, c'est embêtant, mais c'est comme ça. On ne peut plus faire du développement si libre que ça. On est de plus en plus dans des mondes régulés. Vous avez sans doute entendu parler de SolarWinds, de tout un tas de crises de sécurité qui ont montré qu'en fait, des processus qui n'étaient pas forcément cadrés suffisamment ont abouti à des conséquences vraiment dramatiques. Donc, c'est ces aspects-là où il faut être capable de suivre certaines règles
et non seulement les suivre, mais aussi être capable de démontrer qu'on les a suivis. Parce que quand on travaille dans l'informatique bancaire, tout ce qui est finance, télécom, tous ces industries-là ont besoin d'être capables de montrer qu'ils suivent tout un tas de processus. En fait, ça c'est respecter quoi? C'est respecter la réglementation. En fait, ce qu'on appelle, c'est la compliance, quoi, en fait, tout ça. Exactement, C'est ça, c'est une notion de compliance. Ouais. D'accord. Et ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que plus on découvre effectivement un problème tôt, et moins c'est coûteux en temps et donc aussi en budget. Complètement, complètement. C'est ce qu'on appelle le shift left. C'est l'idée vraiment d'être capable de le détecter le plus tôt possible, parce que quand c'est proche d'un développeur, si le développeur est mis au courant du fait qu'il va introduire un problème, bah, il peut le corriger très vite. Alors qu'une fois que c'est mis en production, bah, typiquement, remédier aux problématiques de Log4j en production, ça coûte énormément d'argent et de réputation. Ok. Je me tais, mais je te laisse la parole. Donc les défis, on en a évoqué certains, c'est quand on entre dans le domaine du sécuritaire, de la compliance et d'avoir des processus de développement adaptés, ben, ce qu'on réalise assez rapidement, c'est qu'on a un manque d'expertise assez fort chez le côté développeurs, donc il faut être sensibilisé à ces sujets-là. C'est des métiers à part entière, et les développeurs, c'est pas forcément leur métier au départ. Donc, il faut les aider, les accompagner, automatiser tous ces processus-là. Donc, quand on parle d'audit de sécurité, alors c'est pas forcément quelque chose que les développeurs vont croiser, mais à un moment donné, quand on développe un produit qui va en production, il faut être capable de le défendre du point de vue d'un audit de compliance. Alors, c'est pas forcément le développeur qui va être en première ligne, c'est les gens qui sont responsables de la sécurité, typiquement, mais ils auront besoin d'assets fournis par les développeurs. Donc, ce jour-là, ils vont venir vous trouver pour expliquer ce qui s'est passé il y a 6 mois. Il faut savoir que dans le domaine de la sécurité, il y a des changements en permanence, il y a des mises à jour en permanence, il y a des tas d'outils qui apparaissent, qui disparaissent. Alors, il y a un meilleur outil qui sera certainement disponible dans 6 mois. Et il faut être capable de l'intégrer. Et ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises, c'est que IBM n'est pas différent des autres entreprises pour ça, c'est qu'on a beaucoup d'investissements dans les CI/CD qui sont des investissements custom. Donc chaque équipe a mis au point sa propre solution, et ces solutions custom sont toutes formidables, mais elles sont toutes différentes. Et quand on a cette approche régulée, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on doit démontrer autant de fois qu'il y a de solutions à des auditeurs. Et donc, c'est un surcoût. Donc, on cherche à standardiser, mais c'est pas forcément évident. Et donc, ce qu'on veut, c'est éviter que les équipes de dev, de sécurité, des ops travaillent en silo, quoi. Essayer de les faire travailler ensemble. Donc là, ce slide-là fait un petit peu peur, mais je vais essayer de l'expliquer de manière succincte. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est un processus CI/CD tel qu'on le suggère pour remédier à tous ces problèmes-là. En haut du schéma, la partie un peu en violet, c'est les aspects CI+. En bas, c'est les aspects CD, donc déploiement. Et on ne va pas lire le détail de toutes les boîtes, mais l'idée, c'est de dire que au niveau CI, une bonne manière de gérer le développement, c'est d'avoir des pipelines qui vont déclencher chaque fois qu'on fait des pull requests ou des merge requests, selon l'outil qu'on utilise. Et chaque fois qu'on fait un changement, il y a une pipeline qui va le valider et qui intègre déjà des aspects sécurité. Donc, on va détecter s'il n'y a pas des secrets qui traînent dans le code, de faire du test unitaire, mais déjà de l'analyse de dépendance pour trouver des vulnérabilités. Donc, typiquement, on utilise un outil. On a validé justement ce week-end qu'il aurait bien détecté le problème avec Log4j. Donc, on fait tout un tas de checks déjà en amont, ce qui permet, c'est vraiment, quand on parle de shift left, c'est l'idée de fournir ce diagnostic directement près du développeur. Au moment où il va valider sa change request, il ne peut pas la merger tant qu'elle n'est pas validée. Et puis après, on a un processus plus classique de pipeline CI, de l'intégration. Donc le changement est allé dans le commun, et là, on déroule tout un tas d'étapes. Donc on voit certaines étapes qu'on avait fait tourner sur la pull request, mais bien davantage. On fait du test statique, dynamique, du test de licence, de vérification de provenance. Alors, tous ces tests-là sont plus ou moins classiques. Quand on parle de DevSecOps, il y a tout un tas d'outils qui sont réputés. Il y en a même plusieurs qu'on peut utiliser pour chacune des étapes. L'idée d'avoir une couverture maximale. Mais ce qui est intéressant, c'est non seulement d'exécuter tous ces tests et d'avoir une orchestration en fait, de ces tests-là, mais surtout de collecter de l'information comme quoi on a bien fait tourner ces tests. C'est ce qu'on appelle de l'évidence.
C'est cette évidence, en fait, on l'archive de telle sorte qu'on est capable de montrer à des auditeurs plus tard, si besoin est, que, bah oui, tel changement qu'on a fait il y a 6 mois, il a été validé par tous ces tests-là qu'on a fait, et on est capable de les ressortir et de les montrer. Et c'est cet aspect-là qui est important, c'est d'orchestrer ce changement. Donc on est capable... Même pour le développeur, c'est aussi important parce qu'il va pouvoir suivre qu'est-ce qui s'était fait avant, parce que parfois on a des changements au niveau équipe. Donc même lui, même si un développeur arrive aujourd'hui, il pourra voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois. Aussi, oui, exactement. On archive tout. Et puis, ça permet aussi d'innover avec confiance, parce qu'on ne va pas faire un changement qui, tout d'un coup, va tout fracasser, puisqu'on a un process qui nous guide et qui va nous bloquer si on va au-delà de certaines limites. Donc, l'idée, c'est toute cette évidence qu'on collecte, on est capable de la montrer dans un dashboard comme celui qu'on voit en haut à droite, le DevOps Insight. Je vous le montrerai pendant la démo, mais l'idée, c'est de remonter toute cette information-là pour la rendre digeste, parce que comme je disais, tous les développeurs ne sont pas forcément au fait des détails, mais on est capable de remonter des indicateurs qui disent c'est rouge ou vert, en gros, avec du détail si on veut aller le lire, mais remonter cette information-là pour rendre tous ces processus un peu compliqués, un peu digestes. En fait, on peut dire aussi que le DevSecOps, c'est récupérer des métriques et les ingérer et en sortir ce qui nous intéresse aussi. Ah oui, complètement. Alors oui, c'est plus orienté sécurité et compliance, mais effectivement, ce sont des métriques. Donc l'idée, c'est on essaye de promouvoir, comme je disais, le tout as code. Donc l'idée, c'est non seulement d'avoir du code en entrée, mais du code en sortie. Donc l'output des pipelines CI, c'est du code, c'est qu'on stocke dans un inventaire. Donc on stocke des fichiers, des JSON, on va dire, qui contiennent de la métadata, qui pointent sur les différents artefacts. Donc ça nous permet d'avoir une approche où on va dire, on veut déployer, faire un déploiement en production, eh bien on est capable de faire une pull request au niveau de cet inventaire vers une autre branche du repo qui va déclencher la pipeline CD qu'on voit tout en bas. Et cette pipeline CD, quand elle va tourner, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer d'accumuler tous les changements, toute l'information à partir de la métadata qu'on a collectée sur l'évidence et sur le détail de la release. On applique du calcul pour extraire de l'information et dériver automatiquement une change request. Alors, une change request, c'est quoi? C'est un document qui accompagne chaque release qui part en production et qui décrit exactement le contenu de la release. Alors, c'est un document qui est demandé par tous les auditeurs. Donc, quand on va parler à un régulateur plus tard, il va nous demander ce changement-là pour le changement qu'il y a eu à 6 mois. Donc, quand tu parlais de retrouver ce qu'on a fait il y a 6 mois, on est capable de le retrouver grâce à ce document-là. Je présume aussi différentes couleurs selon la criticité du problème, non? Alors, on travaille à ces choses-là, ouais, parce que les notions il y a vert et rouge, mais alors pour les auditeurs, les régulateurs, c'est vert ou rouge. Tout ce qui n'est pas vert, c'est rouge, mais effectivement, on travaille à ces notions de criticité, parce que, notamment sur des failles de sécurité, en fonction de la criticité, on a des délais plus ou moins longs pour les remédier. Oui, tout à fait. Et donc, on travaille sur ça, on a des choses. Parce qu'en fait, le processus, automatiquement aussi, ce qu'on voit cette flèche-là qui repart, elle va automatiquement, tout ce qui est rouge, elle va automatiquement le tracer. Donc, il y a un ticket qui est entré automatiquement dans le système qui fait en sorte que le lendemain, quand on a oublié dans l'euphorie du déploiement réussi de la nuit, qu'on avait des petits problèmes, le système, derrière, va nous tracer. Donc là, je vais passer peut-être en mode démo pour vous montrer en gros à quoi ça ressemble concrètement. Donc, quand je vous disais, c'est des processus DevSecOps, typiquement, quand vous entendez parler du DevSecOps, vous avez beaucoup de documentation, beaucoup de recommandations, et puis assez peu de comment je fais ça concrètement. Donc l'idée de ce que je vous présente, c'est qu'on a réfléchi à comment le mettre en pratique très rapidement. Donc il y a de la littérature, on reconnaît certains écrans que je vous ai montrés, donc il y a pas mal de documentation, les liens, je crois, vous seront fournis. Donc c'est dans le cloud d'IBM, cette documentation, vous pouvez y accéder sans compte. Et après, concrètement, quand on suit les explications, vous allez
pouvoir trouver sous l'onglet DevOps, donc dans le cloud d'IBM, il y a des outils DevOps, des services DevOps managés déjà sécurisés dans chacune des régions, et qui fournissent des templates prédéfinis. Donc si je vais sous template, je veux créer une toolchain, je peux trouver tout un tas d'ensembles de templates prédéfinis. Alors j'en ai des plus simples aux plus compliqués, mais typiquement si vous voulez faire du serverless ou du Cloud Foundry ou du Kubernetes, c'est même une manière d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des exemples avec clé en main que vous pouvez déployer. Et en utilisant cette mécanique de templating, en fait, on a mis en place 2 templates, un pour le CI, un pour le CD. Donc on trouve un template CI pour le DevSecOps, un template CD pour le DevSecOps. Quand je clique sur la carte CI, en fait, je vais chercher mes écrans comme ça, directement, quand je rentre dans le... Quand je clique la carte CI, je me retrouve avec un template avec que je peux compléter step par step et qui va me permettre de configurer ce processus. Donc, on avait vu le processus CI. Typiquement, il a besoin de savoir où est l'application. Donc, vous allez soit utiliser un exemple, si c'est la première fois que vous jouez, qui est déjà pré-câblé, ou vous apportez votre propre repo, donc qui peut être sur notre service Git qu'on host, mais qui peut venir, si vous l'avez déjà sur github.com ou un serveur Git ailleurs, on peut intégrer tous ces outils-là. Donc, on gère toutes les sources Git. Après, comme je vous disais, tout est as code. Donc, on a un inventaire qui va nous permettre de tracer le contenu. Donc, c'est davantage de configuration. Où est-ce qu'on veut stocker les issues qui sont créés automatiquement. On peut configurer faire en sorte, c'est un aspect important, mais souvent dans les chaînes CI/CD, ils traînent des clés d'accès. Donc, on a essayé d'éviter ça, de faire en sorte qu'on a un service qui s'appelle Secret Manager qui permet de stocker les secrets de manière sécurisée. Et on ne fait que des références depuis les pipelines, donc ils seront déréférencés à la volée. Ça permet de faire des rotations de clés ou des choses comme ça facilement. Donc, tous ces aspects-là sont déjà pris. Donc, on configure simplement la pipeline. On utilise Tekton. Alors, ça, c'est une chose importante. On fournit Tekton en tant que service. Alors, Tekton, c'est un projet open source qui est très à l'avant-garde de tout ce qui est DevOps. Donc, ça permet d'utiliser en fait des infrastructures Kubernetes qui sont très bonnes à lancer faire tourner des containers. Et l'idée, c'est on a un opérateur Kubernetes qui est dédié à faire tourner des containers qui correspondent chacun à des tâches de pipeline. Donc, on s'appuie sur Tekton, qui est ce standard open source, qu'on exécute. Alors après, Tekton, c'est des choses qu'on peut installer sur sa propre machine, mais après, il faut le gérer, le manager. C'est pas forcément simple d'utilisation, toujours, mais c'est très puissant. C'est un très bon assembleur de pipeline, on va dire. Mais donc, on le gère pour vous, toute la partie compliquée, stockage, sécurisation des workloads. Donc, tout ça, on peut s'appuyer sur nous. Donc, on utilise Tekton par derrière, et donc on a bâti des pipelines. Les pipelines que je vous montrais tout à l'heure sont au format Tekton. Et après, on peut les utiliser. Elles vont automatiquement signer les artefacts aussi, parce que c'est important, on parlait d'intégrité tout à l'heure, qu'on est capable d'attester que l'artefact, il émane bien du processus CI/CD, parce qu'un artefact qui se retrouve tout seul en production dans un cluster, typiquement, c'est suspect. C'est peut-être quelqu'un qui l'a mis à la main directement dedans. On veut être sûr qu'il émane d'une pipeline qui a été, donc c'est certifié. On peut mettre dans les clusters des admission controllers qui vont permettre de les caler sur les mêmes signatures, donc qui va faire en sorte que uniquement ces artefacts-là peuvent être déployés. Voilà, donc après, il y a des configurations d'outils. Donc, une fois qu'on a configuré sa toolchain, on peut la créer et on obtient une toolchain qui ressemble à ça. Donc là, c'est la vue où toutes les cartes correspondent à des outils qui ont été intégrés. Vous voyez que c'est un processus qui est assez compliqué. Alors, ces cartes-là, Git, montrent bien qu'on utilise pas mal de ressources sous forme as code. Il y a l'application, mais il y a tous les autres artefacts qu'on utilise dans le processus. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, intervenir, vous n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Alors, on a des pipelines préconfigurés. Comme on a évoqué, il y a la pipeline pour les pull requests, une pipeline pour la continuous intégration, et différents outils qui sont intégrés.
Donc là, typiquement, on a une chaîne complète, prêt à l'emploi, qui nous permet de développer directement. Donc, je vais vous montrer sur un petit déroulé un scénario rouge un peu, qui vous montre comment ça se manifeste dans un processus comme ça. J'ai parlé de Tekton. Une chose qui est, Tekton n'est pas forcément toujours très digeste pour les novices. On connaît bien les Jenkins files, les GitLab CI files, et des fois Tekton est un petit peu compliqué. Donc ce qu'on a fait en sorte, c'est pour pallier à ça, pour faire en sorte que l'orchestration Tekton soit plus digeste, on a mis en place des fichiers de configuration. Et en fait, ce fichier de configuration, là on voit l'exemple du fichier de configuration, le pipeline config.yaml, il a tout un tas de sections qui ressemblent beaucoup à ce que vous trouveriez dans d'autres orchestrateurs plus simples, où on a un nom de section, une image Docker qui porte les outils qu'on veut exécuter et un script. Et donc là, typiquement, voilà, je vais décrire comment je veux builder, tester mon application. Et en fait, ce fichier de configuration, l'orchestrateur Tekton va le lire dès le début. Donc, il n'a pas besoin de retoucher le Tekton. On n'a pas besoin si on ne connaît pas Tekton, on peut utiliser ça. Si l'orchestration fonctionne, parce qu'on a tous les points d'entrée pour le configurer et apporter ses propres scripts. Donc, typiquement, si on a certainement déjà développé ces scripts-là avec Jenkins ou d'autres outils. On peut les importer sans problème. Exactement. On peut l'exécuter. Après, c'est du Bash, c'est du Python, c'est ce qu'on veut, parce que c'est la beauté de Tekton, c'est que ça fait tourner des images Docker. Donc, du coup, vous pouvez avoir le script qui correspond au langage que vous voulez utiliser. Donc, on peut configurer facilement. Donc là, typiquement, scénario classique, j'ai une application que j'ai déjà développée, qui était toute verte, faites-moi confiance. Et puis là, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes de performance, et donc je décide de changer l'image de base de mon image Docker pour revenir à une image plus ancienne. Donc là, j'ai fait un bond de 6 mois en arrière. Bon, c'était volontaire pour être sûr d'attraper des vulnérabilités. Ça n'a pas loupé. Donc ça, c'est ma pull request sur le code source. Donc j'ai juste, on peut le voir, hein, le changement. Le changement, c'est juste de revenir en arrière sur l'image Docker. Donc j'ai pris, au lieu de cette image, cette image récente, j'ai pris cette image ancienne. Donc du coup, j'ai la pipeline qui s'est déclenchée. Et comme on pouvait l'attendre, elle a trouvé des vulnérabilités. Donc on a ce retour d'informations directement dans les pull requests, c'est les pipelines qui sont déclenchés sans avoir rien eu à configurer. Donc la pipeline derrière qui a tourné, on peut l'introspecter, si on a besoin d'aller chercher finement. Donc dans ce cas-là, j'aurais pas dû, mais j'ai eu un retour rouge, mais pour démontrer le processus, je vais merger ce changement. Donc automatiquement, j'ai la pipeline CI qui s'est déclenchée et qui a exécuté toutes les tâches. Donc ça correspond un peu à toutes les boîtes qu'on avait vues tout à l'heure dans le slide. Donc, tests unitaires, tests statiques, des tests de vulnérabilité de dépendance, toutes ces choses-là ont tourné. On a un déploiement dans un environnement de dev aussi, qui permet de valider aussi les choses avant de le pousser en production. Et, in fine, le processus nous a flagué, attention, comme attendu, on a un problème sur un scan de vulnérabilité qui a échoué. Donc, cette information, bon, après, on peut la consulter dans les pipelines, mais c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on fournit ce dashboard qui agrège tous les différents critères. Il y a de la sécurité, du test de performance, toutes ces choses-là, dans une même vue. Et donc là, on voit effectivement que nos tests de vulnérabilité, ils ont échoué. Donc, on a des échos dans différents outils. Donc, on intègre avec Slack aussi. Donc, on voit le même diagnostic. Donc, ça permet d'attirer l'attention. Et en bout de CI, on va suivre l'exercice jusqu'au bout, on va essayer de le déployer en production, ce changement-là. Donc là, en bout de CI, c'est l'inventaire GitOps dont je parlais tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit dedans, il contient bien du JSON. Ce JSON a été généré par la pipeline CI. Donc, on a stocké de l'évidence. On utilise un repo Git aussi pour stocker cette information-là. Mais de manière durable, on le stocke aussi alors on utilise ObjectStore, hein, du stockage S3. Qui est durable, dans lequel la pipeline ne peut que écrire, en fait. Donc, un développeur ne peut pas utiliser ça pour aller changer l'évidence, parce que typiquement, faut bien penser que cette évidence dont je parlais, sur laquelle on s'appuyait dans un audit dans 6 mois, quelqu'un de malicieux pourrait aller la retoucher pour paraître mieux. Donc ça, c'est les choses qui sont contrôlées. Donc c'est pour ça qu'on a ces stockages S3 à distance.
Et je vous parlais tout à l'heure d'issues de tickets qui sont automatiquement créés par le système. Bon, voilà, on voit typiquement qu'en revenant en arrière, je me suis pris une dizaine de vulnérabilités, là, toutes les CVE qui sont automatiquement documentées. Donc, c'est le système qui me les crée automatiquement en me donnant de l'information, des pointeurs. Donc voilà, pour la partie CI, c'est ce que le processus fournit en standard. 5 minutes. Oui. Alors, je vais vous montrer maintenant la partie CD en disant, Ouais. OK, j'ai une situation rouge et je veux essayer de la déployer. Donc, comment ça se Alors, passe? juste pour une précision, quand tu dis du CD, c'est le déploiement ou c'est le delivery? Le déploiement. Le D'accord. déploiement. Ok. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la partie, donc il y a la CI qu'on a vue et la partie CD donc, qui enchaîne pour activer un déploiement en continu. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on a créé le CI, on a aussi un template pré-câblé pour le CD. Donc, on retrouve une expérience très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est un autre template. On peut le connecter en plus directement à la pipeline CI, donc c'est des choses qui sont assez pratiques. Et là, on aboutit à une toolchain un petit peu différente, parce qu'elle est en charge du CD, donc il n'y a pas le code applicatif typiquement dedans, mais on retrouve, elle pipe à partir des repos qui ont été générés par la CI, donc l'inventaire et l'évidence. Elle utilise ça pour derrière dérouler le processus. Donc, on retrouve, donc ici c'est le repo d'évidence qu'on a vu tout à l'heure, vite fait, le repo d'inventaire qui contenait l'artefact, la metadata. On a des choses qui sont intéressantes à voir ici, c'est que les artefacts eux-mêmes ne sont pas stockés dans les repos, ils sont dans des artifactories, dans des outils comme ça, dans du stockage des images registries. Donc typiquement, là j'ai bâti une image, je vois qu'elle est stockée dans ICR, c'est la registrie de containers dans IBM Cloud, mais elle pourrait être dans un autre cloud. Hein. Et donc, j'ai de l'information sur cette image. Je vois le digest de l'image, la signature, puisque je vous disais, on signe automatiquement les artefacts. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont agrégées. Et après, la manière dont je fais un déploiement, c'est que les CI ont mis à jour la branche master de cet inventaire et je peux pousser une release vers production en faisant simplement une pull request entre deux branches. Donc là, typiquement, je décris, donc c'est vraiment une approche GitOps, hein, on n'a pas inventé ça, c'est l'idée de dire j'ai une description de ma release dans un repo Git et je suis capable de gérer des branches pour manifester, enfin chaque branche correspond à un environnement typiquement, et de pousser d'environnement en environnement en faisant des promotions de branche à branche. Donc là, je fais une promotion de master vers prod. Bon, j'aurais dû faire vers staging, mais on fait un raccourci. Donc je donne quelques informations de très haut niveau. C'est vraiment de l'ordre de la description. Hein. Si je veux, c'est même pas obligatoire. Et automatiquement, la pipeline derrière va se déclencher et va pousser. Donc ça, c'est la pipeline de déploiement qui se déclenche et qui va lire le contenu de l'inventaire, le changement qui était dans la branche prod, et qui va dérouler le processus. Et donc, là, elle a échoué parce que j'étais en train de pousser un changement rouge. Donc, mais on va voir un petit peu plus en détail. Elle a généré une change request. Alors, on trouve le lien vers la change request dans le log. Ici, si je l'ouvre, en fait, je vois la change request qui a été générée. Donc, ça, c'est un document qu'on génère ici dans un ticket Git, mais on peut intégrer en interne. Chez IBM, on utilise un outil qui s'appelle ServiceNow. Donc, il y a tout un panel d'outils qu'ils peuvent utiliser. Ça peut être Jira, ça peut être d'autres outils. On peut les intégrer. L'idée, c'est on génère ce ticket qui va servir justement pour les audits. Donc, il reprend les informations qu'on avait passées, là, une description de haut niveau, mais surtout, de manière plus intéressante, c'est là où il rajoute toute l'information sur la release en question. Donc, il remonte comme typiquement, je suis rouge, donc le ticket est en attente de déploiement, disons je ne peux pas le déployer, donc on voit il y a un label qui montre Waiting Approval, et qui synthétise pour un approver, voilà tout ce qu'il faudrait, la problématique. Donc on a le résumé lisible, et puis après on a davantage d'informations qui est attaché automatiquement. Donc on a tout le détail de l'évidence, et c'est là où toute l'information qu'on a stockée dans l'US3 est tracé à partir de ce document-là. Donc, on peut retrouver toutes les informations en cas d'audit, parce qu'on en génère un pour chaque release.
Un élément important aussi qu'on voit ici, c'est le deployment BOM. Alors, c'est le BOM, Bill of Material, c'est quelque chose, peut-être, vous avez entendu parler, il y a un ordre exécutif de la Maison-Blanche, qui date de plutôt cette année, qui parle du SBOM. Le SBOM, c'est un document normalisé qui permet de décrire une release à partir de toutes ses dépendances, ses licences et tout ça. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut fournir rapidement. Donc voilà, après, donc, le changement a été bloqué et je parlais du Compliance Center. Donc ça, c'est une vue, je vais un petit peu en accélérer. Comme je vous disais, on a un Compliance Center qui permet à un officier de compliance, on appelle, d'avoir cette vue après coup et de tracer les processus. Donc, comme on a bloqué le déploiement, eh ben, cette pipeline qu'on a regardée, elle est encore verte. C'est ce qu'on voit ici. C'est que tous les indicateurs sont verts parce que, justement, on a bloqué le déploiement du changement rouge. Alors, une question qui me vient à l'esprit. Donc là, tu nous as présenté un petit peu ce process sur le cloud IBM. Est-ce qu'on peut faire la même chose ailleurs? Est-ce qu'on peut reprendre des templates et les incorporer, les exporter, les réutiliser? Ou il y a des petits prérequis à faire? C'est possible de prendre. En fait, certaines des mécaniques qu'on a pour stocker l'évidence, gérer les inventaires, tout ça, on l'a extrait sous forme d'un outil CLI qui peut être incorporé à d'autres orchestrateurs. Donc, si vous utilisez Jenkins, vous pouvez utiliser tous ces outils-là. On les met à disposition. D'accord. Donc, si par exemple, j'ai du Jenkins ou d'autres, je les réincorpore dans ta chaîne, et puis après, effectivement, on déroule. D'accord. Exactement. Ça permet de panacher aussi, parce qu'en disant, bah oui, mais pour le CI, moi, j'ai déjà une solution très aboutie. Je n'ai pas forcément envie de la réécrire. Tout à fait. Mais si j'émets le même inventaire en sortie, finalement, je deviens compatible. Exactement. Donc, tous les exemples que tu nous as montrés, on peut y accéder sans problème sur le cloud IBM, ainsi que les templates et tout, pour les rejouer et pour voir à quoi ça ressemble. Tout est accessible, il y a des comptes gratuits, des choses comme ça, donc il y a possibilité de jouer tout ça sans débourser trop. D'accord, très très bien. Merci à toi, Philippe. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer par mail et sur le site de l'émission, on se fera un plaisir de te les renvoyer et de vous répondre, bien évidemment. Donc, j'espère en tout cas que cette session de live coding vous intéressait. Dites-vous bien que le DevSecOps, aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de tous les prérequis de développement moderne. Donc, vous n'hésitez pas effectivement à regarder un petit peu. Faites au minimum du CI/CD, c'est le prérequis pour faire du DevOps. Après, si vous allez plus loin, effectivement, on va intégrer tout ce que tu nous as montré. Et Dieu sait qu'il y a quand même pas mal de couches, même si ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur, mais il faut tester quoi. Ouais. En fait, c'est ça, déjà ça. Oui, et puis on peut accompagner, automatiser, c'est ce qu'on a vu là. Et puis surtout, dites-vous que ça va réduire les surfaces d'attaque, ça va réduire les vulnérabilités au niveau du projet et du code, parce qu'on a vu que Log4j, c'est quand même relativement méchant quand on est dans du versionning ancien, et tout ça pour dire, il faut mettre à jour et puis utiliser les outils modernes, tout simplement. Complètement. Voilà. Philippe, en tout cas, un grand merci à toi. On remercie aussi Adriane et toute l'équipe technique. Merci à Mathias, à Lucille de s'occuper de la régie aujourd'hui. Merci à vous et on va conclure ce live. Alors, juste une petite chose, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, pensez effectivement aux petites consoles rétro. Donc, c'est du Gameduino, c'est français. Voilà, c'est assez amusant avec quelques dizaines de jeux rétro et moderne dessus, donc vous pouvez y aller. Merci à tout le monde, bonne fête, parce qu'on est juste avant les fêtes de fin d'année, et on se retrouve très bientôt. Merci et à très bientôt. Au revoir.